Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser et évaluer les résultats d'une structure en échafaudage dans CING. Avant de commencer le webinaire, un petit rappel, le micro des participants sera coupé pendant la présentation. Vous pouvez utiliser la fenêtre des questions pour poser vos questions lors de la présentation et je répondrai à la fin. Et ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. On va discuter d'un échafaudage simple, celui que vous voyez à droite. Donc, ça va nous aider à voir les différents principes des échafaudages, la modélisation, les charges, le calcul et après les résultats et quelques types de contrôles qui sont bien sûr liés à l'échafaudage. Donc, tout d'abord, on va parler de la modélisation. Je vais vous montrer différentes astuces comment modéliser dans SIA. Après, on va appliquer les charges, définir les combinaisons. On va lancer une analyse linéaire afin de voir les résultats, mais bien sûr pour les échafaudages, il faut toujours lancer des analyses avancées, comme par exemple la stabilité. Après, donc, on va voir comment lancer cette analyse dans SIA. Il faut savoir que pour des échafaudages, c'est toujours nécessaire de lancer une analyse au second ordre. Et finalement, on va voir la partie des contrôles des échafaudages. Et la dernière partie, ça sera la génération du rapport dans SIA. On va commencer par la modélisation. Donc, le premier type de modélisation, c'est élément par élément. On peut utiliser les grilles de ligne 2D ou 3D. Donc, avec les grilles de 3D, on peut ajouter donc la direction verticale. C'est un avantage puisqu'on peut après générer des images selon les différentes directions. Bien sûr, dans SIA, on a les différents types des éléments 1D, comme vous le voyez ici à droite. On a les poteaux qui sont directement des éléments verticaux. On a les poutres qui sont définies dans une direction et l'élément 1D qui est défini par les deux nœuds d'extrémité. Et on peut bien sûr utiliser différentes fonctionnalités pour copier, déplacer les éléments, faire des symétries. Une autre possibilité de modélisation, c'est l'utilisation des blocs utilisateurs. Donc ici, vous voyez, c'est un exemple d'une poutre en treillis qu'on a créée dans SIA. On peut la sauvegarder dans les blocs utilisateurs et après, on peut y accéder depuis le panneau de saisie. Pour savoir où il faut sauvegarder le bloc, vous pouvez aller ici pour faire, le chemin des blocs utilisateurs sur votre poste. Après, il suffit de sauvegarder le fichier sur ce chemin et vous pouvez après les récupérer dans d'autres projets directement à partir des blocs utilisateurs. Une autre possibilité aussi, c'est l'utilisation du tableau de saisie. Donc, dans le tableau de saisie, l'utilité, c'est qu'on a ici les différents éléments. Donc, on peut voir les nœuds, les éléments 1D, les appuis, etc. L'avantage, c'est qu'on peut copier dans Excel, apporter toutes les modifications qu'on veut et le coller de nouveau dans le tableau de saisie. C'est aussi possible de renommer les entités. Si par exemple, vous avez supprimé des éléments dans SIA et vous voulez les renommer, vous pouvez directement le faire depuis le tableau de saisie. On peut aussi arrondir les coordonnées, multiplier les charges si besoin. Donc ici, par exemple, ça sera intéressant de multiplier les charges si vous avez changé, par exemple, la classe de l'échafaudage. Et une autre possibilité, ça sera d'importer directement un DXF ou un DWG. Dans SIA, on a la possibilité directement d'importer des DXF ou bien des DWG. Donc, les DXF DWG, ou bien aussi on peut directement importer depuis Revit, depuis Tekla, ou bien un fichier IFC. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est toujours conseillé d'importer en utilisant les axes. Ça veut dire les lignes centrales des éléments, ou bien plutôt le modèle analytique. Et c'est conseillé aussi d'utiliser toujours des calques. Pourquoi? Puisque après, quand on peut importer ce DXF ou bien le DWG, vous pouvez directement importer par calque et directement, vous pouvez convertir les lignes en des éléments 1D. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut faire, il faut tout d'abord définir les sections dans SIA et après, selon les calques, vous importez calque par calque en attribuant directement
la bonne section aux éléments que vous importez. Et de cette manière-là, vous auriez toute la structure d'une manière très rapide et très simple. Et comme j'ai déjà dit, il y a Revit et Tekla. Et pour les FC, il faut faire attention puisque les FC, ça veut dire c'est le modèle structurel. Et normalement, dans ce cas-là, il faut faire des manips dans SIA afin de s'assurer que toute la structure est bien connectée entre elles. Après la modélisation, tous les éléments sont connectés comme encastrés dans SIA par défaut. Donc, si vous voulez ajouter des libertés ou bien des fonctions non linéaires, il faut définir les coupleurs d'échafaudage. Tout d'abord, on a les coupleurs du fabricant, donc coupleur, layer et les Qatari. Pour chacune des coupleurs, on a 6 degrés de liberté. Ce qu'il faut savoir que pour les coupleurs des fabricants, ils sont définis automatiquement dans SIA. Ici, et en bas déjà aussi, on a les différentes résistances qui sont calculées. À gauche, ici, vous voyez les fonctions non linéaires qui sont également définies dans SIA, ce qui sont automatiquement aussi liées aux différents degrés de liberté. On a les coupleurs qui sont implémentés selon le code dans SIA, le code d'échafaudage, comme par exemple ces différents types. Le plus utilisé, c'est le right angle. Est-ce qu'il faut savoir que selon le code, il mentionne certains degrés de liberté, mais pour les autres, on l'a défini comme libre dans SIA. Il faut faire attention, par exemple, si vous avez une charge qui cause un moment ou bien une force pour un degré de liberté qui était défini déjà comme libre. Donc, ça peut causer des instabilités dans le calcul et des problèmes de convergence. Donc, c'est pour cela il faut ici venir définir une rigidité pour ces degrés de liberté. C'est possible aussi dans SIA de personnaliser des coupleurs. Donc, dans le type de rotule, vous définissez comme général. On a les différents degrés de liberté qu'on peut le définir. C'est possible aussi de définir des fonctions non linéaires si besoin. Et en bas, vous voyez les valeurs des résistances qu'il faut aussi entrer dans les propriétés de la rotule. Et finalement, c'est possible de demander une extension de bibliothèque de CEngineer qu'on peut remonter au développement si besoin. Après, on va ajouter les appuis. Donc, on a les différents types d'appuis au nœud. Et pour les différentes contraintes, on peut définir l'appui en non linéaire, donc en frottement, en définissant bien sûr les différentes coefficients, donc MGUX qui est le coefficient de frottement. Après aussi, c'est possible de définir des ancrages. Donc, dans cet exemple, on a mis rigide pour X et Y et libre pour tous les autres composantes de l'appui. Après, pour les diagonales, si vous utilisez le système Layer, il y a déjà des tableaux qui expliquent les rigidités qu'il faut prendre en considération. Et des fonctions non linéaires aussi, par exemple, pour X ont été définies aux extrémités de l'élément 1D. Donc, déjà sur le site de SIA, on a une bibliothèque contenant toutes les fonctions non linéaires pour tous les coupleurs Layer. Donc, pas besoin de les définir, il suffit d'installer la bibliothèque et de l'implémenter ou bien dans SIA. Comme ça, vous pouvez directement l'utiliser en définissant les diagonales. Maintenant, je vais vous montrer comment modéliser directement dans SIA. J'ai déjà préparé quelques les paramètres du projet. Dans les fonctionnalités, il ne faut pas oublier d'activer la stabilité, la non-linéarité. Et dans les non-linéarités, il faut activer les appuis non linéaires, surtout si vous allez définir après des appuis au frottement. Pour l'acier, ou bien dans le menu acier, il ne faut pas oublier d'activer les échafaudages afin de pouvoir après avoir accès au contrôle. Et dans les données de base, j'ai défini une structure générale XYZ avec le matériau S235, avec la norme, le recode. Dans le projet aussi, j'ai déjà défini les sections. Donc des sections, différentes sections pour les poteaux, les moises, les contreventements, etc. Et de plus, j'ai défini des calques correspondant aux différentes sections que j'ai définies.
On va commencer la modélisation tout d'abord avec la grille 3D. Donc, je vais définir les différentes portées dans les trois directions X, Y et Z. Donc, on a 2.572 deux fois, après 2.72 et 2.572 deux fois. Pour la direction Y, on a une portée de 1.088. Et pour la direction Z, on a tout d'abord 5 portées de 2 mètres et une portée d'un seul mètre. Donc après, on va la mettre au niveau de l'origine. Et après, on va commencer la modélisation des poteaux. On va utiliser directement l'option poteau. Donc là, on a le type poteau. La section, c'est bien les poteaux. Et la longueur, on va l'adapter à 2 mètres. Et on peut rajouter les poteaux directement en s'accrochant au nœud de la grille. OK, la deuxième étape, ça sera la définition des moisses. Donc, on peut soit utiliser les poutres, soit les éléments 1D. Et là, il faut choisir la bonne section, le bon calque et directement les définir dans les deux directions. Tac. Et on peut faire une copie simple. Donc là, c'est bon. Et si vous remarquez ici, les nœuds, ils sont pas corrects puisque la portée, c'est pas la même. Donc, il suffit de les sélectionner et de les déplacer vers la grille. Après, on va rajouter quelques contreventements. Donc, élément 1D, on va utiliser la section Pricing dans le cas contreventement. Et on va définir un qui est dans cette direction. Un entre C et D, E et F, et dans l'autre sens, entre 1 et 2. On va copier celle-là vers le haut. Non, on va copier uniquement celle-là qui est dans la direction Y vers le haut et vers les deux extrémités ici. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner un contreventement, agrandir la sélection. Je vais choisir une vue de haut et on va rajouter une excentricité EY. Donc là, on va mettre moins 48.3. Et je vais activer le volume. Donc, on voit bien qu'ils sont vers l'extérieur. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut afficher, par exemple, la couleur par section. Dans les paramètres d'affichage, on peut aller ici dans Style et couleurs. On peut choisir couleur par section. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les moisses qui sont dans la direction Y et les copier au niveau de ces axes-là, bien dessinés de la grille. Après, ce qu'on va faire, je vais sélectionner tout le modèle, sauf ce qui est au niveau de Z égale 0, et on va copier vers le haut 2 fois. Et une seule copie, cette fois-ci de cette manière-là.
Donc, on va sélectionner le contour et le copier vers devant. Donc là, c'est bon. On a le modèle. Et l'étape suivante, ça sera la définition des garde-corps. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner de nouveau le contour et on va le copier à 0,5 mètres. Donc, ce qu'il faut faire, il faut activer l'option. Je vais juste désactiver les volumes. On peut activer l'option point sur ligne, plier à 0,5 une seule fois du début. Et là, on peut copier. Et si on zoome, il va détecter le point qui est à 1,5, à 0,5 mètres. Donc, là, ce qu'on va faire, on va sélectionner ces éléments et on va changer la section. Donc là, je vais choisir une de face. Tac. Et là, on peut modifier la section et mettre la section des garde-corps. Pareil pour les deux éléments qui sont dans la direction Y. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut sélectionner un garde-corps, agrandir la sélection et copier vers les autres niveaux. Tac. Là, là et là. Donc, de plus, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on doit copier les poteaux vers le haut et on va ajuster l'auteur selon la position des différentes garde-corps. Donc, il suffit de copier un seul vers le haut et on va ajuster l'auteur jusqu'au garde-corps et on peut faire des copies de cette manière. Ou bien, vous pouvez utiliser aussi l'option copie multiple si vous voulez. Donc après, ici aussi, ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux garde-corps qui sont dans la direction Y. Et on va les copier vers l'arrière de cette manière-là. Et pareil, on va copier les deux. Avec les deux poteaux. Donc on va copier vers le haut, ajuster l'auteur. Et on peut le copier vers l'autre extrémité. Maintenant, ce qu'on va faire, on va définir le plancher. Donc, pour simplifier, je vais sélectionner cette partie qui est à z égale 2, masquer les éléments qui ne sont pas sélectionnés. Et ce que je vais faire, je vais aller ici pour activer l'option point sur ligne, cette fois-ci 225 mètres, 0,225 mètres, répétition deux fois, et je peux sélectionner des éléments et faire des copies. Et là, si vous remarquez ici, elle va détecter ces nœuds-là. Donc, tac, un milieu,
Et là, je vais activer la fin aussi. Et c'est bon. Et tout simplement, ce qu'on peut faire, je vais mettre en vue de haut, sélectionner le plancher afin de modifier la section. Et là, dans section, je vais mettre plancher. Et dans le calque aussi, on va mettre plancher. Ce qu'on va faire maintenant, on va plutôt tourner la section. Donc déjà, avec l'option rotation SL, on va mettre 270. Et l'étape suivante, ça sera de sélectionner le plancher, d'afficher toute la structure et de faire des copies vers le haut. Donc là, copier. Je vais désactiver les options point sur ligne pour faciliter l'accrochage. Et là. Et je vais montrer le vol. Donc ça, c'est pour la modélisation des différents éléments 1D. Une autre possibilité, ça sera directement d'importer un DXF ou bien un DWG. Donc pour faire ça, vous pouvez aller dans dans la barre de recherche, importer un DXF DWG. Et là, vous pouvez rechercher l'emplacement du fichier. Et il va ouvrir cette fenêtre. Donc, il va indiquer ce message puisqu'il y a plusieurs éléments, beaucoup d'éléments, donc à peu près 2000 éléments. Là, vous voyez qu'on a on a déjà regroupé les éléments selon les calques. Donc, à chaque fois, vous pouvez par exemple activer des calques, du coup des lignes. On peut commencer avec les poteaux. Et là, dans type de sélection, vous pouvez choisir directement l'élément 1D et importer. Et à tour de rôle, vous pouvez importer les différents éléments en choisissant directement les sections correspondantes. Si vous souhaitez importer un IFC, comme j'ai déjà dit, vous pouvez utiliser des outils dans SIA, outils BIM, qui sont présents afin de s'assurer de la bonne connexion des différents éléments. Et vous pouvez les trouver ici dans les outils avec ces différentes options afin d'assurer l'alignement entre les différents éléments. Et la dernière possibilité, c'était le tableau de saisie. Donc, je peux aller ici dans le tableau de saisie. Et si vous remarquez, dans structure, vous avez déjà en bas les différents éléments. C'est possible de rajouter d'autres fonctionnalités ou bien d'autres éléments si vous l'avez dans le modèle. Et c'est possible de tout sélectionner, copier-coller. Et on a les différentes options si on veut ajouter, soustraire, multiplier, arrondir les éléments. Et on peut rechercher ou bien remplacer aussi des noms ou bien des valeurs. Donc, pareil, comme pour le post-structure, vous avez les charges, vous avez les bibliothèques, tout est modifiable depuis le tableau de saisie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter les appuis à notre modèle. Donc, je vais sélectionner les nœuds qui sont au niveau Z égale 0 et je vais ajouter des appuis aux nœuds avec l'option appui au nœud. Ici, on peut personnaliser. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va déjà choisir un appui encastré. On va définir dans la direction X en frottement. Donc, par rapport à Z, avec une rigidité de 10 000 et un coefficient de frottement de 0,5. Pareil pour Y. Donc, frottement 10 000 et 0,5. Et pour Z, on va mettre rigide en compression seule. Et je vais cliquer sur OK. Si c'est un échafaudage de façade, on peut ajouter des ancrages. Donc, par exemple, là, on peut le définir au niveau de ces nœuds-là. Donc, je vais choisir vue de côté et je vais sélectionner ici déjà les nœuds qui sont là. Je vais zoomer un peu, désactiver le volet de l'ombrage, et pareil, ceux qui sont
à ce niveau-là. Et je vais définir un appui qui est, cette fois-ci, donc je vais mettre rotulé et qui est rigide uniquement en X et en Y. Donc c'est plutôt un ancrage. Donc maintenant, pour l'ajout des rotules, je vais aller dans Bibliothèque, Structure, Analyse pour vous montrer les différents types des rotules. On peut lire dans la base des données, désolé, on peut lire dans la base de données de système et on a tous les rotules, donc on peut copier tout si besoin et on peut fermer. Donc ici, vous avez les différents types, les layers qui sont déjà prédéfinis, par exemple pour le right angle aussi qui est prédéfini, mais tac, tac, oui, il est bien prédéfini. Pour général, là, vous voyez que tout est rigide. C'est à vous de le définir et de rentrer aussi les valeurs de la résistance ou bien des résistances. Donc, nous, ce qu'on va faire, tout d'abord, on va rajouter des rotules sur les garde-corps. Donc, je vais sélectionner un garde-corps, agrandir la sélection et on peut aller dans l'option rotule aux deux extrémités. Et on peut modifier les propriétés ici. Donc, type de rotule, on va choisir bibliothèque. Et là, on peut choisir parmi les différentes options ou bien parmi les différentes rotules qu'on a rajoutées. Moi, plutôt, je vais utiliser Layer variante K2000+. Et on va refaire exactement la même chose au niveau des bases. Donc là, bibliothèque, Layer variante, cette fois-ci, toujours les mêmes, K2000+. Et OK. Et maintenant, pour les diagonales, donc je vais sélectionner une diagonale et il faut agrandir la section selon la longueur. Après, on va ajouter une rotule sur un élément 1D. Cette fois-ci, le type, on va mettre standard. Les positions, bien position les deux. Et c'est à nous de définir les différentes composantes. Donc déjà, pour UX, on va définir plutôt une fonction non linéaire. Pour la rigidité UX, on va mettre 1. Et pour la fonction non linéaire, on peut cliquer sur les 3 points et là, vous retrouvez les différentes fonctionnalités ou bien les différentes fonctions non linéaires qui sont en fonction de l'auteur et de la longueur. Il faut savoir que ces fonctions non linéaires sont présentes aussi sur le site web d'IA, donc vous pouvez le télécharger et l'importer dans SIA si besoin. Et à chaque fois, il faut sélectionner selon la longueur qui est qu'on a déjà. Donc, moi, j'ai pris, je pense, c'était les 2, 5, 7, 2. Ah non, c'était les 2, 0, 7, 2. Donc, c'est celle-là. Et bien sûr, si besoin, vous pouvez créer une nouvelle fonction ou bien modifier les fonctions qui sont déjà présentes. Et pour UY, on va faire pareil. Donc, pour la rigidité, on va mettre 1. Et pour UY, on va définir déjà la fonction non linéaire en choisissant toujours la même de 0,712 et tous les autres, on va les mettre sur rigide. FIZ rigide et OK. Et il faut le faire exactement la même manip pour tous les autres diagonales. Donc maintenant, je vais revenir sur la présentation. Maintenant, on va parler des cas de charge et des combinaisons. Donc, tout d'abord, pour les premiers cas de charge, on a les charges permanentes. Donc, on a le poids propre, y compris toutes les composantes. Autres composantes, comme par exemple, le poids des plaintes, si on ne veut pas les modéliser dans SIA. On a pour les charges variables, on a tout d'abord les charges d'exploitation, les charges du vent, les charges dues aux neiges et à la glace, si requis par les réglementations nationales. Et finalement, on a les charges accidentelles, donc les charges de descente sur les 4 corps de 1,25 kN. Ils sont jamais pris en compte presque dans les modèles analytiques.
Et là, vous voyez le tableau avec les différentes cas de charges. Donc, on a le poids propre, les charges permanentes, les charges de vent maximales dans les directions X et Y. Maintenant, je vais parler plutôt des charges variables. Là, vous voyez qu'on a le tableau. Donc, pour les charges d'exploitation, on a soit on peut appliquer des charges qui sont uniformément réparties Q1, des charges concentrées F1, F2, ou bien des charges partielles Q2. Et là, on voit le tableau du code d'échafaudage pour les charges de service qui dépendent de la classe. Pour le vent, il faut définir les charges de vent maximale qui est selon le code et les charges de vent en service qui est une pression uniformément répartie de 0,2 kN par mètre carré. Et finalement, on a les charges qui sont dues à la neige et à la glace si requis. On va passer aux combinaisons. Donc, tout d'abord, pour les conditions de service, on prend en considération le poids propre de l'échafaudage. On prend Q1 qui est sur la surface du travail du niveau de plancher le plus défavorable. Après, on va appliquer 50% de Q1 sur les niveaux supérieurs ou inférieurs au niveau le plus défavorable. Dans notre modèle, on a pris une valeur de -2 en haut et -1 sur le niveau inférieur. Et on a le charge de vent en service. Maintenant, pour l'état hors service, il y a le poids propre de l'échafaudage et on prend un pourcentage de Q1 sur la surface de travail du plancher le plus défavorable. Le pourcentage, il dépend de la classe. Donc, si c'était une classe 1, on prend 0%, donc pas de charge de service sur la zone de travail. Si c'était 2 ou 3, on prend 25%. Et si c'était 4, 5 ou 6, on prend 50%. Dans notre cas, c'est 25%, donc ça correspond à 0,5 kN par mètre carré. Et le charge de vent maximale. Pour l'état limite ultime, on prend en considération les coefficients de sécurité de 1,5 qui est appliqué aux charges conformément à l'Eurocode et il y a le coefficient de sécurité gamma M0 de 1,1 qui est appliqué aux matériaux. Pour l'état de service, c'est des coefficients qui sont égaux à 1. Dans l'image, ici, vous voyez que qu'on a pris une valeur de 1,2 puisque ça, c'est recommandé en Benelux. Maintenant, je vais revenir sur SIA pour vous montrer comment définir les panneaux de charge qui sont des éléments fictifs utilisés pour transformer les charges surfaciques en des charges linéaires. Donc, c'est avec cette option et là, il faut choisir les directions, la méthode de transfert. Donc, on a principalement différentes méthodes, les attributaires qui utilisent plutôt la géométrie, les précis MEF qui dépend de la rigidité de la structure. Pour la sélection des entités, on a la sélection automatique ou bien une sélection utilisateur. Et après, il suffit de définir le panneau de charge en sélectionnant les nœuds du bord. Donc, je vais faire comme ça, tac, tac, là, et revenir ici. Donc, je vais basculer sur le projet complet, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et là, on voit que les panneaux de charge étaient bien définis. On peut voir pour les groupes de charge, on a les groupes permanentes, les groupes variables. Et pour les cas de charge, on a le poids propre, des charges permanentes, des charges de service, les charges de vent maximales et les charges de vent de service. Donc, si on montre ce qui était appliqué pour les autres charges permanentes, on peut voir qu'on a appliqué des charges linéiques de moins 0,02 sur les bases. Après, pour le vent maximal, désolé, les charges de service, on a appliqué -2 sur le plancher le plus défavorable. Et là, on a appliqué une valeur de -1. Pour les services max, on a une valeur de 0,5 qui correspond à 25% de la valeur de la charge qui était -2. Et pour le vent, c'est directement des charges surfaciques. Donc, ici, pour le X, c'est appliqué sur le panneau de charge. Pour le Y, on a appliqué des charges linéiques. Mais on pourrait aussi, pareil, définir un panneau de charge pour appliquer directement ces charges. Après, pour les combinaisons,
linéaire, ça ne nous intéresse pas beaucoup puisque, comme j'ai déjà dit, là, on ne l'a pas défini puisqu'il faut lancer des analyses non linéaires, plutôt avec les échafaudages. Donc, je vais directement vous montrer les combinaisons non linéaires qu'on a créées. On a créé différentes combinaisons non linéaires avec les différentes cas de charge. Pour la partie des courbures imperfections, on va la voir un peu plus tard. Je vais revenir maintenant sur la présentation. Donc, on va parler maintenant de la partie analyse et résultats. Tout d'abord, l'analyse linéaire, c'est un premier contrôle pour s'assurer que la structure elle est bien connectée entre elles, donc elle est bien stable, mais donc il faut toujours le calcul au second ordre avec les imperfections, c'est obligatoire selon l'ANA. Pour les résultats, donc les résultats linéaires, on peut voir les déformations 3D, les réactions de la structure et le métré. Après, on va plutôt voir l'analyse de stabilité. L'analyse de stabilité, ça nous aide afin de calculer les alphas critiques et de voir les modes de flambement de la structure. Donc ici, on a lancé une analyse de stabilité non linéaire puisqu'on a des non-linéarités dans la structure, ceux qui sont au niveau des contreventements, aussi au niveau des coupleurs. Donc, après, il faut lancer aussi une analyse au second ordre en définissant les imperfections. Donc, pour les imperfections, on a des imperfections globales et les imperfections locales. Il y a aussi la possibilité de définir, ou bien plutôt d'utiliser les modes de flambant comme des imperfections dans SIA. Une fois on a défini les imperfections, on peut lancer une analyse non linéaire et il faut bien s'assurer d'activer la non-linéarité géométrique qui prend pour prendre en effet les seconds d'ordre et à savoir que l'analyse non linéaire géométrique respecte les conditions d'équilibre sur une structure déformée. Donc, dans le solver ici, vous voyez pour la non-linéarité, on voit que la non-linéarité géométrique, c'est au troisième ordre. La méthode de calcul, c'est Newton-Raphson. On a les nombres d'incréments, le nombre maximum d'itérations. Donc, l'agrément, ça veut dire ici qu'il va diviser la charge sur 5. Donc, à chaque fois, il va prendre 25%. Si il va calculer, converge et il va rajouter les autres 25% et recalculer. Ici, vous voyez la formule de convergence. La précision du solver ici, c'est égal à 1. À savoir que on peut mettre une précision plus petite, donc convergence plus rapide, mais ça peut causer aussi, il faut toujours évaluer les résultats pour s'assurer que ce sont des valeurs qui sont précises ou bien des valeurs qu'on peut accepter, puisque plus on diminue la valeur, plus que la convergence, cela sera plus rapide et plus simple, on peut dire. Donc, si vous avez des problèmes de convergence, on peut dire il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez augmenter le nombre d'incréments, on peut augmenter le nombre d'itérations, on peut diminuer la précision du solver, mais c'est pas beaucoup conseillé. Et on peut augmenter la robustness du solver. Maintenant, je vais montrer ces résultats directement dans SIA. Donc, tout d'abord, par exemple, on peut afficher les déformations 3D. Là, je vais choisir un cas de charge, par exemple LC1. Donc, on va rester sous poids propre et je vais régénérer. Donc là, on voit une déformation de 8,5 mm qui est logique. On peut voir aussi les réactions. Donc, vous pouvez aller dans réactions. Toujours, je vais rester au poids propre et on peut voir la réaction RZ. Bien sûr, là, vous voyez uniquement une valeur puisque l'extrême sur global, on peut mettre sur élément pour voir la valeur par appui. Après, on peut aller pour voir le métré. Donc, pour le métré, vous avez la possibilité de trier soit par matériau, soit par section. Donc là, on va mettre matériaux, par exemple, et régénérer. Donc, on aura le total de la masse surface évolue. C'est possible de voir les résultats dans le tableau de résultats. Donc là, en cliquant sur tableau de résultats, il va ouvrir le tableau et l'intérêt ici qu'on peut exporter directement le tableau vers Excel avec cette option.
Après, ce qu'on a fait aussi, on a défini des combinaisons non linéaires pour la stabilité. Donc là, on a défini 8 combinaisons. On a lancé une analyse de stabilité non linéaire. Et pour les résultats, on peut le voir ici. On peut voir les valeurs des alpha critiques. Et là, dans type de stabilité, on doit mettre non linéaire. Et là, on peut voir pour chaque combinaison non linéaire la valeur de alpha critique qui était calculée. Ce qu'il faut faire après, il faut voir les déplacements ou bien les déformations 3D, mais cette fois-ci en choisissant les combinaisons non linéaires. Donc, par exemple, je vais choisir le premier. Là, la valeur que vous voyez, c'est l'alpha critique. Ce qu'il faut savoir que les valeurs de déplacement ici ne sont pas réelles. C'est une approche. Et donc, la valeur qui est en haut, là, vous voyez, c'est déjà à peu près 1 mètre. Donc, on peut voir celle-là. Et là, on voit que c'est une défense, on peut dire que c'est un mode global. L'importance ici, c'est de s'assurer que c'est un mode global ou local, mais la valeur de la déformation n'est pas importante. Après, je vais revenir sur les combinaisons non linéaires pour vous montrer les imperfections globales. Donc ici, il y a différentes options pour la définition des imperfections globales. On peut définir des différentes fonctions. Donc ici, j'ai défini différentes fonctions dans les directions X et Y et plus ou moins, donc dans les deux sens, positif et négatif. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est la définir en choisissant le type mode de flambement. Et là, il faut choisir le type de stabilité et la déformation maximale. Ou bien, on peut aussi, donc là, ce sont aussi d'autres fonctions d'inclinaison que j'ai définies. Pour l'imperfection locale, on peut choisir soit une courbe simple, soit selon les données de flambement. Et il faut toujours faire attention quand vous lancez après le calcul qu'il faut choisir les imperfections, le troisième ordre en prenant en considération les imperfections globales. Donc ici, dans les combinaisons, désolé. Donc ici, si on revient sur les résultats pour les déformations 3D, on peut revoir aussi les valeurs des imperfections globales, puisque nous, on a défini des imperfections globales. Donc, je vais choisir celle-là, je peux régénérer, et là, on peut voir les déformer en millimètres. Maintenant, on va parler des contrôles des échafaudages. Donc, tout d'abord, pour le contrôle à l'ELU qui se fait selon la norme et le code DIN, soit pour l'acier, soit pour l'aluminium. Et il explique aussi qu'il y a un contrôle d'interaction qui s'est fait, et à savoir que cette option est cochée automatiquement pour l'acier dans la configuration de l'acier. Et bien sûr, si le contrôle ou bien si la valeur est rouge, pour les sorties graphiques, ça veut dire que l'élément ne satisfait pas le contrôle. Si c'est vert, ça veut dire que c'est entre 25% et 100% satisfait. Si c'est gris, ça veut dire que c'est inférieur à 25%. Et on a un autre type de sortie qui est soit bref, standard ou détaillé avec les formules du rapport. Pour le contrôle des coupleurs aussi, ça se fait selon l'Eurocode et ça dépend des types qu'il y a soit l'interaction ou pas. Donc, par exemple, pour les interactions, ici, on voit les formules qui sont là. Je ne vais pas beaucoup rentrer en détail. Après, pour les coupleurs du fabricant, il y a le contrôle des différentes composantes et des différentes interactions 1, 2 et 3. Donc, des efforts combinés avec les formules. Et pareil, pour les sorties, on a les sorties graphiques, des sorties brefs, standards. Donc, standard, c'est une sortie qui est sur une seule page ou bien détaillée sur différentes pages avec bien sûr les différentes formules des interactions. Là, on voit les interactions 1, 2 et 3. Après, pour le contrôle à l'état limite service, c'est le contrôle de la flèche à l'ELS. Typiquement, on prend une valeur de L sur 100 qui est modifiable soit dans la configuration d'acier, donc ici à droite, et ça va être pris en compte pour tous les éléments de la structure, soit
Dans les groupes de flottement, ça veut dire pour chaque groupe, vous pouvez définir les valeurs. Pour les contrôles de flèches à l'ELS, on a aussi différents types de sorties. Les sorties graphiques, avec bien sûr les couleurs. Si c'est vert, ça veut dire que c'est acceptable, inférieur à 100%. Et si c'est rouge, ça veut dire que la flèche ne satisfait pas le contrôle. Et bien sûr, on peut voir le tableau de résultats. Maintenant, je vais montrer vite fait les résultats dans SIA. Donc, on peut aller dans le contrôle HLELU, tout classe non linéaire et régénérer. Donc là, j'ai lancé le contrôle pour une classe qui contient toutes les combinaisons non linéaires. On voit le max qui est de 0.74. Et là, dans sortie à droite, vous pouvez choisir les différents types. Donc là, j'ai mis détaillé. Donc, vous voyez avec les formules et les différents tableaux. Pareil pour le contrôle des coupleurs, d'échafaudage. Donc, je vais régénérer. J'ai mis tout la même classe non linéaire. Et là, vous voyez les résultats qui sont au niveau des nœuds, là où il y a les coupleurs, ou bien au niveau des coupleurs plutôt, et bien sûr avec les sorties, la sortie détaillée, donc avec les tableaux, les formules et les différentes interactions 1, 2 et 3. Pour le contrôle à l'ELS, je vais aller dans l'acier, contrôle à l'état limité de service, et là vous voyez les limites que vous pouvez définir. Et finalement, je vais lancer le contrôle à l'état limité de service, toujours avec la même classe, et je vais régénérer pour voir les résultats, à savoir qu'ici qu'on a une seule sortie qui est une sortie brève. Donc là, j'ai affiché la note et on voit la valeur la plus défavorable. Et la dernière chose, ou bien le dernier chapitre, c'est le rapport. Donc, à savoir que dans SIA, on peut définir, personnaliser le rapport avec le logo, l'entête. On peut modifier tous les tableaux hors les tableaux de résultats. On peut activer la fonctionnalité PDF 3D pour les images. On peut indenter les images sous des tableaux, exemple pour les cas de charge. On peut générer des dessins selon la grille 3D. Et finalement, vous pouvez enregistrer la note de calcul comme un modèle pour pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Et merci pour votre attention.